Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Le sauvetage spectaculaire de Crédit Suisse n'a pas seulement fait trembler la Suisse, mais aussi le monde de la finance internationale. C'est la deuxième fois que le Conseil fédéral doit intervenir pour sauver une banque trop grande pour faire faillite. Alors, comment éviter cela à l'avenir ? Le monde politique suisse est-il à la hauteur de ce défi ? Nous ouvrons le débat ici à Berne, au Centre des médias du Palais fédéral. Pour en débattre avec nous, nous avons invité une Suisse de l'étranger, Alicia Gaudin, qui nous suit du Portugal. Sauvetage de Crédit Suisse, la démocratie est-elle en danger ? Pour en parler, nous accueillons Miret Zaki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste économique, essayiste et auteur de plusieurs ouvrages sur le monde de la finance. Vous avez notamment écrit en 2008 UBS, les dessous de scandale. Également avec nous sur ce plateau, Marc Chenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur de finance quantitative à l'Université de Zurich. Vous avez publié en 2018 un livre qui s'intitule « La crise permanente, l'oligarchie financière et l'échec de la démocratie ». Miret Zaki, on commence avec vous. Vous qui suivez depuis des années l'actualité de la place financière suisse, est-ce que vous avez vu venir cette débâcle de Crédit Suisse ? Alors, c'est la première fois qu'une banque est mise à terre en 2-3 jours par les marchés financiers alors qu'elle a des fonds propres officiellement suffisants. Donc non, ça c'est un cas de figure qui est nouveau. Les marchés nous réservent chaque fois des nouveautés en la matière. On n'a jamais eu un trading aussi agressif, même sur la dette grecque, c'était pas aussi agressif. Par contre, en 2016, j'avais écrit un livre sur la finance de l'ombre qui prédisait qu'on ne peut pas relever les taux d'intérêt à 5%. Comme on l'a fait en 2006-2007, parce qu'il y a trop de crédits spéculatifs sur le marché qui ne supportent pas une hausse des taux, qui fait qu'il y aura un crack quelque part. Donc ça, c'était écrit mot pour mot dans le livre de 2007, sauf que les marchés montaient à l'époque. Donc quand on publie ce genre d'avertissement pendant que les marchés sont euphoriques, on nous dit « et alors, tout va bien ». Mac Chenet, vous, ça fait plusieurs années que vous tirez la sonnette d'alarme sur les risques que représente Crédit Suisse pour la Suisse. Comment as-tu pu en arriver là ? La situation actuelle résulte de 15 ans de cécité volontaire du monde politique dans sa majorité. Depuis 2008, la crise de 2008, donc la faillite de Lehman Brothers, la quasi-faillite d'UBS, nous savions que les grandes banques étaient sous-capitalisées, qu'elles étaient complexes, opaques et qu'elles traitaient des volumes déments de produits dérivés, donc de paris, dans le cadre de cette finance casino. Et pourtant, le monde politique a fait semblant, jusqu'au moment où il a paniqué pendant une semaine et il a bricolé une solution en 2 jours. Donc ça ne résout en rien les problèmes de fond. Miret Zaki, on n'a pas retenu les leçons de la crise de 2008 finalement. Alors, on a résolu à moitié en choisissant d'augmenter un peu les fonds propres exigés par les banques. On a réglementé un peu les banques. Mais comme dit Marc Chenet, il faut encore voir comment on a réglementé et avec quelle qualité de fonds propres, parce que là, il y a des choses à dire. Les fonds propres étant ce qui a posé problème dans la dernière crise. On peut y revenir. Des fonds propres qui ne supportent pas la hausse des taux d'intérêt. Donc, ça ne va pas. Mais surtout, ce qu'on n'a pas du tout réglementé, c'est la finance non bancaire. Donc ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. La finance non bancaire est restée plus dérégulée que jamais. Elle a explosé sous l'effet de 15 ans de taux d'intérêt quasiment zéro en permanence, qui ont fait augmenter justement la masse de crédits spéculatifs dont je vous parlais tout à l'heure. Marc Chenet, on a des autorités de surveillance, je pense notamment à la FINMA. Est-ce que ces autorités ont failli finalement ? Eh bien oui. Comment se fait-il que Crédit Suisse ait pu conserver sa licence bancaire pendant autant de temps ? Si vous prenez un automobiliste qui a des accidents chaque semaine, c'est évident que son permis de conduire va lui être retiré. Là, la liste est extrêmement longue, des scandales, des pertes pour Crédit Suisse. Et pourtant, là, à nouveau, on regarde ailleurs. Pour rebondir sur la question précédente qui était liée donc à oui, est-ce qu'on a tiré les leçons ? Les grandes banques ont tiré les leçons. Elles savent qu'elles peuvent prendre des risques, que le contribuable les assumera et que le monde politique ferme les yeux. Ça, c'est une leçon qui a été tirée de la part des grandes banques. Ce n'est pas les leçons qu'on aurait voulu. Effectivement. Miret Zaki, on a le président de Crédit Suisse, Axel Lehmann, qui a accusé les réseaux sociaux d'avoir contribué à couler sa banque. Est-ce que cette explication pour vous est crédible ? Alors évidemment, sans nier la quantité inimaginable de scandales qui a précédé l'effondrement de Crédit Suisse, il y a aussi cette part qui est réelle. C'est-à-dire aujourd'hui, sur la base d'une rumeur qu'on ne connaît pas vraiment, sur un tweet ou sur d'autres réseaux sociaux, on peut faire qu'une banque s'effondre, on peut émettre le doute à son sujet en commençant par un trading très agressif contre cette banque sur les marchés qui finit par des clients
ici à Lausanne, Genève, Berne, qui retirent leurs comptes de la banque et qui provoquent en fait son effondrement. En fait, si Crédit Suisse avait été encore plus mal gérée, mais qu'elle n'avait pas été cotée en bourse, elle n'aurait pas été exposée à ces ventes à découvert qui ont pillé sa valeur boursière, la valeur de ce que les actionnaires détenaient en quelques jours. Alors, il y a aussi ça, il faut le dire. Marc Chanet, vous mettez aussi en cause le monde académique, que vous accusez d'avoir fermé les yeux sur les risques de Crédit Suisse. Pourquoi une telle passivité ? Bien, pour répondre directement à votre question, imaginez un professeur qui reçoit des compléments de salaire ou qui est financé directement par une grande banque. Bien, cette personne ne sera pas vraiment incitée à procéder à une analyse critique de cette banque. Et on est confronté à cela dans de nombreuses universités en Suisse. C'est scandaleux, puisqu'un professeur dans notre pays est bien payé pour rester indépendant, pour analyser la situation et proposer des solutions. Vous avez des exemples ? Ah oui, on sait que par exemple, Saint-Gall, Zurich, Genève, Lausanne, Lugano, il y a des compléments de salaire qui sont fournis. Il faut que tout soit mis sur la table, il faut que ça soit dit, il faut que le contribuable le sache. Parce que le contribuable, encore une fois en Suisse, rémunère bien les professeurs pour qu'ils restent indépendants. Et s'ils reçoivent des compléments de salaire substantiels, eh bien, ils se taisent. Les professeurs ne sont pas payés pour se taire, surtout dans cette situation. Mireille Zaki, vous avez évoqué avant la finance de l'ombre. Quel rôle a joué cette finance de l'ombre dans la débâcle de Crédit Suisse ? Alors, tous les acteurs non bancaires gravitent autour de banques comme Crédit Suisse. Les hedge funds, par exemple, c'est l'un des plus importants clients d'une grande banque comme Crédit Suisse. Ils travaillent avec, ils lui empruntent de l'argent, ils lui prêtent de l'argent, ils font des produits en commun, ils sont contrepartis sur les mêmes produits. Les produits dérivés, ils peuvent avoir plusieurs intervenants pour un produit et les expositions sont partagées souvent. Pour ce qui est d'une banque comme Crédit Suisse, qui peut avoir des activités hors bilan, elle peut avoir un véhicule qui transacte avec des fonds spéculatifs, qui s'endettent, qui est vulnérable au taux d'intérêt, qui a des quantités de dérivés beaucoup trop importantes et également très vulnérable à la hausse des taux d'intérêt. Donc, toute cette finance qui entoure les banques, c'est une nébuleuse, si vous voulez, très fragile. À la moindre hausse des taux d'intérêt, elle se retrouve un peu plus insolvable parce qu'elle avait emprunté à taux très bas. Et donc, si sa charge financière augmente, cette dette qui n'a pas été entre-temps remboursée fait qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de fonds propres. C'est ce qui explique que là, en 2023, Crédit Suisse a eu besoin de 259 milliards d'aides, alors que la taille de son bilan est 5 fois plus petite que UBS en 2008, qui avait eu besoin d'une aide de 50 milliards. Parce que Crédit Suisse est entouré d'acteurs non bancaires et de ses propres activités hors bilan qui contaminent finalement la banque et ses propres fonds propres et sa propre solvabilité au final, parce qu'il y a des courroies de transmission. Et qu'est-ce qui déclenche le feu aux poudres ? C'est la hausse des taux d'intérêt. Voilà pour les causes. Je vous propose maintenant de tourner notre regard vers l'avenir. Avec le rachat de Crédit Suisse par UBS, la Suisse a désormais une seule grande banque mastodonte. La nouvelle UBS est-elle trop grande pour la Suisse, Mireille Zaki ? Alors oui, elle est trop grande pour la Suisse parce qu'aujourd'hui, on a une finance qui est dans un paradigme très différent de ce qu'on a eu auparavant. Aujourd'hui, pour avoir des grosses banques qui sont actives sur les marchés financiers, il faut avoir une planche à billets en face. C'est-à-dire une banque centrale énorme, capable d'acheter contre le marché. Si un jour le marché décide d'abattre une banque, la banque centrale en face, elle achète les actions de cette banque et elle la protège. Comme tout à l'heure, il y a quelques jours, il y a eu des activités contre Deutsche Bank qui ont fait du trading contre Deutsche Bank qui a fait baisser le cours de Deutsche Bank. La BCE en face, elle est là. Elle peut acheter les actions de Deutsche Bank pour relever sa valeur. Mais quand quelqu'un attaque Crédit Suisse, est-ce que la BNS peut faire la même chose ? Est-ce qu'elle peut déployer la même quantité de monnaie pour acheter Crédit Suisse en face et contrer le trading très agressif et négatif des hedge funds? Non, ce n'est pas sûr. Donc, on n'a pas le marché financier aujourd'hui avec la banque centrale qu'il faut pour contrer cette masse d'acteurs de la finance non bancaire hyper spéculatifs, agressifs, qui peuvent abattre, il faut le dire, une banque en 48 heures. Marc Chanet, qu'en pensez-vous ? Le conseiller fédéral devra-t-il voler à nouveau au secours d'UBS dans quelques années ? C'est probable. Nous avons affaire à un mastodonte, effectivement, dont la taille du bilan représentera à peu près 2 fois le PIB suisse. Maintenant, si on s'intéresse aux produits hors bilan, auxquels on a déjà fait allusion, on va arriver à peu près à 40 fois la taille du PIB suisse.
Alors bonne chance. Donc c'est un mastodonte qui va dicter de plus en plus ses volontés au pays. Donc en fait, on a un 8e conseiller fédéral, sans le savoir, mais il faut le dire clairement, qui est le directeur de l'UBS. Bienvenue au club. Il n'a pas été élu, il est plus puissant que les 7 autres. Donc on l'entend, tout le monde estime que UBS est trop grande pour la Suisse. C'est aussi l'avis des parlementaires. On va écouter maintenant les solutions qu'ils envisagent pour limiter ces risques. On a échoué avec Too Big to Fail après la crise UBS de 2008 à mettre en place un système qui permette justement les faillites. Je crois que c'est à ça qu'on doit aspirer maintenant. On ne doit plus avoir des banques qui sont incapables de faire faillite sans mettre en danger l'ensemble du tissu économique suisse, voire mondial. Et avec cette grande UBS, on est dans une situation à haut risque. Je pense qu'on doit absolument légiférer maintenant pour séparer la structure interne de cette banque et la rendre résistante au risque. C'est clair qu'on doit s'assurer une séparation entre la banque d'investissement et la banque, je dirais, suisse traditionnelle, pour que si l'une échoue, eh bien qu'on n'emporte pas tout le système bancaire en Suisse ensemble. Et puis je dirais que ce qui est aussi très important, ce qui a été refusé hier, c'est de s'assurer que le conseil d'administration soit de majorité suisse pour défendre vraiment l'institution bancaire suisse, ce qui est quand même notre savoir-faire. Il faut savoir ce que représentent les banques en Suisse, le PIB que ça apporte, et on doit s'assurer de pouvoir le maintenir chez nous. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze und Sie sehen ja, dass das Parlament einen Riesenhaufen von Berichten bestellt hat, nicht nur rückblickend, sondern eben auch vorausschauend, was man tun kann, weil man hat jetzt neue Erfahrungen, die sind relativ durchzogen. Da gibt es Ansätze, dass zum Beispiel das Eigenkapital risikobasiert steigt, progressiv. Wenn wir hier eine Kurve reinlegen, dann hat das sicher Auswirkungen. Es gibt vielleicht auch Ansätze, dass man sagt, die variablen Vergütungen bei systemrelevanten Banken, wo das Risiko am Schluss dann der Staat trägt, die werden begrenzt. Es gibt auch noch andere Ideen. Im Moment ist das Ei des Kolumbus noch nicht auf dem Tisch. Maintenant, il faut se donner le temps d'analyser les circonstances de la faillite du Crédit Suisse et d'adopter toutes les normes, toutes les règles qui peuvent empêcher une nouvelle faillite. Alors ça implique peut-être la division de la banque, ça implique peut-être des règles plus strictes de surveillance. On va devoir le faire, mais la première chose à faire, c'est un diagnostic sur ce qui s'est passé et sur ce qu'on doit faire pour éviter que ça se reproduise. Pour éviter de se retrouver dans une crise telle que celle d'aujourd'hui, eh bien, on veut demander des comptes aussi aux différents responsables. On voit que le Conseil fédéral a dû agir dans l'urgence, mais est-ce qu'il aurait pu faire mieux? La FINMA, l'autorité de contrôle, souvent elle s'acharne sur les petites entités, et puis là, tout d'un coup, elle nous dit qu'elle est impuissante. Ça ne joue pas du tout. On a demandé une enquête parlementaire. Je fais partie du bureau du Conseil national et dès les premiers jours, on a fait la promesse, finalement, de faire toute la transparence possible sur cette affaire pour éviter qu'on se retrouve en situation de crise. Nach 2008 und nach der letzten Bankenrettung hat man ganz viel gehört, aber ganz wenig gehandelt. Jetzt muss gehandelt werden. Wir werden spätestens im September in einer Form ein Gesetz sehen und auf dem Tisch haben. Dieses Gesetz muss griffig sein. Dieses Gesetz muss ganz klare Schranken einbringen. Es braucht Eigenkapital, es braucht Regelungen für die Banken und das muss in diesem Gesetz stehen. Und was nicht geht, ist, dass wir wieder 15 Jahre lang erzählen, wie schlimm das ist, dass wir diese Bank retten mussten und dann nicht ein Gesetz mit klaren Schranken da ist. Marc Chanet, lorsque vous entendez ces différentes réactions, est-ce que vous avez l'impression que le monde politique est à la hauteur du défi à relever? Certains prennent les choses au sérieux, mais beaucoup veulent noyer le poisson. Ils le font depuis 15 ans. Et ça suffit au bout du compte. Donc, ils veulent qu'on prenne le temps. Ils ont pris le temps pendant 15 ans. Ils veulent qu'on prenne encore le temps. Alors qu'on sait ce qu'on doit faire, encore une fois. Plus de capitaux propres, réduire la complexité, scinder les banques, banques de dépôt, banques d'affaires, introduire une microtaxe, etc. Et puis réduire, bien sûr, les rémunérations. Donc, on sait ce qu'on doit faire. On le sait depuis longtemps. Maintenant, c'est bien de parler, mais maintenant, il faut agir. Myriam Zaki, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une volonté politique pour réglementer le secteur bancaire? Alors peut-être à gauche, mais à droite, je crains qu'il y ait une volonté un petit peu effectivement de reporter dans le temps les choses jusqu'à ce que la colère populaire retombe un peu. Puis finalement, est-ce qu'on va même décider de faire une commission d'enquête parlementaire? Même ça n'a pas été décidé formellement pendant la session extraordinaire du Parlement. J'étais assez étonnée. Je crains vraiment qu'il ne se passe rien
parce qu'on a une majorité de droite, mais je tiens à dire que pour moi, la droite, ce n'est pas du tout de défendre l'impunité. Donc je ne comprendrais pas qu'on ait une droite en Suisse, au Parlement, qui soit là pour enterrer des propositions, des réformes qu'effectivement on connaît, dont il a déjà été question beaucoup depuis 2008. C'est pas ça la droite, c'est pas la droite qui a construit ce pays. La droite qui a construit ce pays, elle a fait des réglementations, elle a fait des sanctions, elle a été là pour qu'il y ait une responsabilité individuelle et, dans le secteur privé qui soit appliquée et qu'il y ait un état de droit qui fonctionne. Et donc on les attend sur ce moment extrêmement important pour le monde des affaires en Suisse. Si on se penche maintenant un peu sur les solutions qui sont envisagées par les partis, il y a notamment l'idée de contraindre les cadres des grandes banques à diminuer leurs bonus. Est-ce que ça aurait une influence, Marc Chenet? Oui, tout de même, ces rémunérations sont démentes. On peut très bien vivre en Suisse, je crois, avec 1 million de francs par an. Est-ce qu'on a besoin de bonus, d'en rajouter? Besoin de personnes raisonnables, tout simplement. Donc là, on attire des gens qui veulent jouer au poker avec l'argent du contribuable. Et c'est ça qui est dangereux, donc. Stabilisons la situation, plus de bonus, des rémunérations du genre de 1 million, et ça suffirait largement. Mais jusqu'à quel point l'État peut s'immiscer dans les bonus d'une banque? Alors écoutez, à partir du moment où la banque est too big to fail, systémique, donc à partir du moment où elle fait appel au contribuable pour la renflouer, il est logique que le contribuable s'exprime pour les rémunérations, et à la limite qu'il fasse partie du conseil d'administration pour qu'il s'exprime clairement. Ça n'a pas de sens qu'il paye la facture, mais qu'on ne lui demande pas son avis, sinon ça n'a aucun sens. Pour les petites banques, pourquoi pas, mais pour les grandes, non. Plusieurs élus parlent aussi de séparer les activités d'UBS, Miret Zaki. Est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait être une piste pour réduire les risques? Alors, bien sûr, c'est la piste la plus évidente. En 2008, il en a été immédiatement question. On en a parlé, séparer les déposants, protéger les déposants, comme vous et moi, des activités de banque d'investissement, c'est-à-dire sur les activités de marché où il y a des prises de risques, où l'essentiel des pertes de Crédit Suisse a été fait ces dernières années, puisque Crédit Suisse a donc été perdant, déficitaire, 1 année sur 2 ces 10 dernières années et n'a pas payé d'impôts. Donc évidemment qu'il faut séparer. Simplement, en 2008 déjà, il en a été question, une législation très très massive aux États-Unis qui faisait 2000 pages a dit qu'il fallait séparer les banques, etc., dans l'Union européenne aussi. Et le lobbying bancaire a fait finalement que ça ne s'est pas fait. Or, tant qu'on garde les déposants et les banquiers, les traders dans la même banque, en fait, on prend en otage les déposants et par extension le contribuable. Marc Chenet, beaucoup parlent aussi qu'il faut augmenter les fonds propres des banques. Est-ce que ça permettrait d'éviter la chute d'une nouvelle banque? Bon, il n'y a pas de solution magique, mais ça va dans le bon sens. À partir du moment où vous avez des fonds propres de 20, 25, voire 30%, ça a tout à fait un sens. Pourquoi ce n'est pas arbitraire, ce montant? Lorsque vous et moi, on cherche à obtenir un crédit dans une banque pour acheter une maison, on nous demande de mettre sur la table 20 à 25% du montant total, et c'est bien. Mais il faut que les grandes banques s'appliquent à elles-mêmes le même taux, 20 à 25%, c'est ça qu'il faut. Et pas 5, 3, 4, 5. On ne sait pas tout de même, le bilan est de plus en plus illisible, et il est hautement dynamique, donc il peut être bon à un instant donné, et puis 1 heure après, il est mauvais, et ça nous échappe. Donc il faut stabiliser la situation aussi. Miret Zaki, des voix s'élèvent aussi pour proposer d'élargir la mission de PostFinance en lui accordant une licence bancaire. Ainsi, on aurait un acteur étatique qui permettrait d'opposer davantage de concurrence à UBS. Que pensez-vous de cette idée? Bien évidemment, un pays libéral comme la Suisse, il a toujours favorisé le moins de monopole possible, pas de position dominante. Là, on a contourné la Comco, la Commission de la concurrence, pour faire cette opération de rachat de Crédit Suisse par UBS. Mais on pourrait au moins envisager d'avoir plusieurs acteurs forts, des acteurs bancaires, des vraies alternatives pour les clients privés, pour les entreprises, en favorisant l'émergence d'acteurs bancaires privés comme PostFinance, qui serait devenu un acteur vraiment pleinement en capacité de faire toutes les activités de banque universelle et toutes les banques présentes aussi, de les favoriser en tant qu'acteurs concurrents, c'est-à-dire de jouer vraiment la carte de la concurrence. Mais ce n'est pas tout. Ça inclut aussi d'imaginer démanteler certaines activités de l'entité UBS Crédit Suisse maintenant, scinder peut-être certaines des opérations, comme la Banque Suisse, par exemple, la faire à part, la Banque privée internationale, la mettre à part. Donc, si on veut vraiment scinder, on trouvera des solutions. Le paradigme pour un pays d'avoir des fleurons, c'est un paradigme qui est un peu dépassé aujourd'hui. C'est pas qu'il est dépassé, c'est que c'est pas pour les petits pays comme la Suisse. Avoir des fleurons, c'est une histoire de grands pays, de grandes puissances.
Parce qu'eux, ils sont prêts vraiment à tout mettre, leur banque centrale, comme on a dit, gigantesque planche à billets, leur puissance militaire, derrière pour protéger ces fleurons. Mais quand on est un petit pays et qu'on se fait attaquer par des hedge funds américains et anglais, que notre banque elle est mise à terre en quelques heures par des spéculateurs qui viennent du marché anglo-saxon, on est quand même bien démunis. Je veux dire, il faut avoir une réflexion géopolitique là autour. Aujourd'hui, est-ce que nous, on peut avoir des fleurons de cette taille alors qu'on sait qu'ils peuvent être vulnérables et que nous, on ne peut pas assurer leur protection ici? Il faut vraiment regarder la réalité en face. Marc Chanet, vous partagez cette Oui, non, certainement. C'est dangereux d'avoir des banques aussi grosses, aussi importantes, parce qu'elles seront incitées, pas avec la même logique, à prendre des risques aux frais du contribuable. Et c'est ça qui est dangereux. Il faut changer la manière de procéder. Je vous propose maintenant de passer à la troisième partie de cette émission et d'examiner les conséquences de toute cette affaire sur le modèle démocratique suisse. Marc Chanet, je m'adresse à vous. La Suisse se vante souvent de son modèle démocratique. Cette fois, dans cette affaire, personne n'a eu son mot à dire, ni le Parlement, ni le contribuable, ni les actionnaires. Est-ce légitime, à votre avis ? Il s'agit d'un déni de démocratie. Vous pouvez voter à gauche ou à droite. Au bout du compte, en finance, on vous impose une solution bricolée en 2 jours alors qu'on avait 15 ans pour essayer de réfléchir. Donc ça va à l'encontre de la démocratie, c'est inquiétant, il faut réagir. Miyazaki, qu'en pensez-vous? Le contribuable, finalement, c'est lui qui devra payer la facture à la fin. Pourtant, il n'a pas eu son mot à dire. C'est normal, ça? Non, parce que vous et moi avons effectivement payé pour ce sauvetage, et je crois que les Suisses ne s'en rendent pas exactement compte. C'est-à-dire ces 259 milliards, c'est des liquidités illimitées mises à disposition par la Banque nationale. Ça veut dire utilisation de la planche à billets, création monétaire. Ça signifie dévaluation de votre épargne, d'évaluation de votre pouvoir d'achat du franc suisse. Au fil des années, les gens croient que le franc suisse, il s'est apprécié, mais en fait, il s'est dévalué. Parce qu'il faut 4 fois plus de francs suisses aujourd'hui pour acheter la même quantité d'or qu'il y a 20 ans, à cause de cette utilisation de la planche à billets. Ensuite, il y a les 9 milliards que la Confédération va donner directement à UBS pour combler ses pertes. Après les 5 premiers milliards, elle va lui donner 9 milliards. Ça, c'est de l'argent du contribuable qui aurait pu être utilisé pour des infrastructures, de l'éducation, de la recherche, tout ce que nous, les contribuables, payons pour finalement. Ensuite, il y a la casse sociale, tout ce qu'on va payer aussi au niveau des caisses de l'aide sociale, du chômage, etc. Et les impôts qui pourraient monter au fil des années, c'est un fardeau social que c'est nous aussi qui portons. Donc nous et les générations futures allons porter le coût de ce sauvetage de 259 milliards pendant encore beaucoup, beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, on ne s'en rend pas vraiment compte parce que ce n'est pas très douloureux. Mais en réalité, voilà, c'est une énorme dette qu'on paye, qui est mauvaise pour le franc suisse, pour notre épargne, pour notre pouvoir d'achat. Pour vous, comme pour moi, et pour nos salaires, et pour toute l'économie suisse, finalement. Ce coût n'est pas douloureux, on ne le ressent pas, mais il est finalement énorme. Marc Chanet, si on se place d'un point de vue étranger, est-ce que l'image de la Suisse a été écornée par cette affaire? Du point de vue du contribuable, du citoyen, qu'il soit en Suisse ou à l'étranger, l'image de la Suisse, l'image des marchés financiers de manière plus générale, parce qu'il s'agit de cela, est mauvaise. Ils n'ont pas de crédibilité. Les contribuables ont compris, qu'ils soient en Suisse ou à l'étranger, qu'ils payaient les coûts, ils payaient la facture chaque fois. Donc c'est ça qui pose problème. Miyazaki, vous êtes d'accord, la place financière suisse a perdu sa crédibilité dans cette affaire? Celui qui connaît bien le secteur de la finance va comprendre qu'aujourd'hui, la place financière suisse, dans le paradigme actuel, elle est très exposée à la finance internationale qui peut la déstabiliser considérablement. Vous pouvez avoir des hedge funds sur une place financière américaine ou anglo-saxonne qui peuvent mettre à terre une banque suisse en quelques heures. C'est ça le paradigme d'aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, quand les places financières étaient moins globalisées, la place financière suisse pouvait être solide, intègre, stable et ne pas être autant affectée par une finance extérieure aussi agressive qui pouvait spéculer contre ces plus grandes banques et les mettre à terre en quelques heures. Il y a vraiment eu un changement. On a franchi une étape à cause de nouveau de cette finance non bancaire des hedge funds et des spéculateurs qui a dépassé toutes les limites. Aujourd'hui, il y a 67 000 milliards de dollars de crédits spéculatifs, de finances non bancaires, qui posent un risque systémique direct à la planète. Est-ce que finalement le malheur de la place financière helvétique va faire le bonheur d'autres places financières qui vont avoir un avantage?
Oui, relativement parlant, les avantages qui avaient fait le mythe de la Suisse, la marque Made in Switzerland, vont se réduire au profit d'autres places financières. Déjà avec la disparition du secret bancaire, c'est ce qui s'est passé. La Suisse avait cette neutralité, ce secret bancaire, cette stabilité, cette image. Mais quand elle a perdu son secret bancaire suite aux attaques européennes et américaines, eh bien, c'est par exemple la place financière américaine qui est devenue le plus grand paradis fiscal aujourd'hui, comme des endroits comme le Delaware, le Wyoming, la Floride. On gère des fonds souvent en toute opacité et impunément parce que c'est une place financière puissante. Est-ce que finalement la place financière suisse a vraiment besoin de grandes banques d'affaires actives sur la scène internationale, Marc Chenet, ou est-ce qu'elle pourrait se focaliser sur la gestion du patrimoine privé? De quoi a besoin le contribuable, de quoi ont besoin les PME par exemple? C'est très simple au bout du compte. Trafic des paiements, donc payer les factures, obtenir des crédits le cas échéant, ouvrir des comptes, a besoin de finances casino pour cela. Donc des banques de taille plus petite qui peuvent tomber en faillite si elles prennent de mauvaises décisions d'investissement, comme n'importe quelle entreprise a priori. Très simple. C'est une vision un peu restreinte du secteur bancaire, c'est pas très bon pour l'économie tout ça. Pourquoi? Non, l'économie pâtit justement, comme Mme Zaki l'a expliqué, l'économie pâtit de cette finance casino. Donc si la finance était bien plus stable, ça serait plus facile certainement. Non, les coûts sont énormes pour l'économie, contrairement à ce qu'on nous raconte justement. Pour conclure, je vous pose une question à vous deux. À quoi devrait ressembler la place financière suisse dans le futur? On va commencer par vous, Mireille Zaki. À une place financière qui a des acteurs de taille raisonnable, qui est concurrentielle, qui propose beaucoup d'alternatives bancaires, qui va se digitaliser beaucoup plus parce qu'il y a aussi cet aspect de finance trop traditionnel qu'on a aussi, qui a beaucoup coûté à Crédit Suisse. Il y a une grosse décote sur la finance traditionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent l'application Revolut à une grande banque suisse, par exemple. Donc, plus de modernité, mais aussi beaucoup plus de concurrence et beaucoup plus de réglementation qui fait en fait que ce soit des banques qui servent le public. Je suis d'accord avec Marc Chenet. On a des banques privées aujourd'hui qui servent uniquement des gens au-delà d'1 million de fortune et même au-delà de 30 millions. Les ultra-riches. Donc toutes les banques de private banking aujourd'hui en Suisse se sont confinées dans ce secteur des ultra-riches et on sert très peu finalement les gens qui ont 200 000 à 600 000 francs. Ils ne trouvent pas beaucoup de mandats de gestion, de vrais services bancaires. Alors il faut déjà plus aller vers les classes moyennes, mieux les servir, plus de qualité, réduire les coûts, digitaliser, avoir plus de concurrence, plus d'acteurs en jeu. Marc Chenet, la place financière suisse du futur, ça devrait être comment? Des banques bien plus petites, encore une fois, des rémunérations bien plus faibles, pas tous ces dérivés. La taille des dérivés est énorme, encore une fois. UBS Crédit Suisse, 40 fois le PIB de la Suisse, donc tout réduire. Et puis finalement, des banques qui respectent l'accord de Paris sur le climat, parce que en quelques heures, on met 50 milliards sur la table pour sauver une banque zombie, mais dès qu'on parle du climat, la nature, non, n'a plus assez d'argent, bien sûr. Donc il y a un moment, il faut voir ce qui est important, ce qui est prioritaire. C'est bien sûr la survie de l'espèce au dernier instant. Ce n'est pas de sauver une banque zombie, qu'elle soit en Suisse ou n'importe où. Et c'est ça qui est important, de respecter les accords de Paris, d'ailleurs, que la Suisse a signés. Je vous propose maintenant de passer aux questions de notre invité, Alicia Godard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante de master en finance à HEC Lausanne et vous êtes actuellement en échange au Portugal, à l'université de Porto. Vous avez une question pour nos deux invités. Oui, alors j'ai une question pour Mireille Zaki. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y a eu des plaintes collectives qui ont été déposées contre Crédit Suisse. Est-ce qu'elles ont des chances d'aboutir? Oui, elles ont des chances d'aboutir parce que l'outil de la plainte collective est très puissant. Il y a eu, je crois, une plainte pour désinformation des clients ou des investisseurs. Peut-être une autre aussi pour tous ceux qui ont perdu 17 milliards dans des obligations là, qui n'étaient pas très sûres, mais qui auraient dû quand même être prioritaires. Si ça se fait, normalement, toutes les aides de 259 milliards de la Confédération et de la BNS sont censées couvrir même le coût de ces litiges, figurez-vous. Et donc, même là-dessus, UBS Crédit Suisse ne devrait pas trop se soucier des quelques centaines de millions ou peut-être même milliards que ces litiges pourraient lui imposer comme amende. Et peut-être même que ce sera une amende plus petite que ça. Mais disons, UBS et Crédit Suisse ont les moyens de voir venir même ces litiges-là parce qu'ils se sont même garantis cette couverture-là par la Confédération. Marc Chenet, vous en pensez quoi, vous, de cette plainte collective? Non, moi je partage l'avis de Mme Zaki.
Maintenant, pourrais-je poser une question à notre jeune étudiante? J'aimerais savoir si dans le cadre de vos études à Lausanne, ce thème a été abordé, et si oui, comment, de manière critique ou non? Non, on n'a pas du tout parlé de ce sujet-là. C'est Non? vrai qu'il manque des fois un peu ces... Non. Et qu'est-ce que vous en pensez? Après, maintenant, Ça vous semble bien ou pas bien de suivre l'actualité? Vous êtes une étudiante en finance, dans un master de finance à Lausanne. Bon, là, vous êtes en échange. Mais si j'ai bien compris, le thème n'a pas été abordé dans vos cours, c'est ça que vous voulez dire? Non, ça n'a pas été abordé et c'est vrai que je pense que ce serait intéressant d'intégrer plus des thèmes d'actualité. C'est vrai que ça a été très intéressant pour moi de suivre ce débat finalement. Et je pense qu'il manque quand même un peu sur le monde de l'actualité de manière générale. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ces thèmes ne sont pas abordés? C'est délicat. Effectivement, c'est notre discussion de tout à l'heure. Si vous avez un professeur qui reçoit des compléments de salaire de Crédit Suisse ou UBS, il préfère parler d'autre chose. Et c'est pour ça que j'aimerais un peu comprendre la situation à Lausanne. À Lausanne et ailleurs. Enfin, moi, je le vois ailleurs, en l'occurrence. Mais ça ne va pas. Ça ne va tout simplement pas. On parle de finance. Vous êtes étudiante en finance. Vous avez des professeurs de finance. On est en Suisse. Crédit Suisse fait faillite et on parle d'autre chose. Je ne comprends plus. Vous avez encore peut-être une question, Alicia Godin? Oui, j'ai une question. Est-ce que la situation actuelle, est-ce qu'il y a des conséquences pour les banques cantonales suisses? Des conséquences directes? Oui, alors il y a eu des fermetures de comptes chez Crédit Suisse et même chez UBS de la part de gens qui ne voulaient pas avoir toutes leurs affaires auprès de ces deux banques et qui ont été ouvrir des comptes chez les banques cantonales. Il y a eu aussi des petites banques privées de la place qui ont bénéficié. Aujourd'hui, après une crise comme ça, les banques cantonales, elles ressortent un peu grandies parce qu'elles ont la garantie cantonale souveraine derrière. Alors on se dit que c'est quand même plus sérieux. Par ailleurs, je sais que Blaise Götzin, le patron de la BCG, je cite son nom parce que je l'ai interviewé quelques fois, et à chaque fois, il a fait spécifiquement référence à la finance casino, comme Marc Chenet. Donc il n'aime pas la finance casino. Après, c'est évidemment aussi une banque qui propose des fonds de placement, qui investissent aussi sur les marchés, qui doit aussi faire de l'argent. Mais disons, leur philosophie, elle a été quand même de réduire leur risque sur ces dernières années, la Banque cantonale vaudoise aussi. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que la Suisse se rêve d'un pays qui abrite des banques glamour, qui sont exposées au marché américain, à Wall Street, à Hong Kong, etc. Mais après, malheureusement, il faut avoir les munitions qu'il y a derrière. Et surtout, il ne faut pas venir, j'ai envie de dire, d'accord, mais pas avec mon argent. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci Alicia Godin pour vos questions. Merci. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci Mireille Zaki. Merci Marc Chenet d'avoir débattu avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver en tout temps et en ligne sur suisseinfo.ch.